Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je me fais la réflexion en prenant la caméra que j'ai l'impression de vous avoir parlé il y a très peu de temps. Mais en fait c'est le cas puisqu'on est moins de 48 heures après ma dernière vidéo, celle des montées du Mont Verdun. Bon, aujourd'hui on devrait y voir un petit peu plus clair puisque je suis sur le Capito Trail. On devrait y voir plus clair, mais par contre on risque de s'envoler ici à Saint-Julien-à-Chapteuil en Haute-Loire. Il y a énormément de vent et énormément de vent est annoncé toute la matinée et même toute la journée. Donc on va courir en sous-bois mais aussi sur les hauteurs à découvert. Ça risque de faire pas mal de bruit, donc j'essaierai de pas trop parler à ces moments-là pour que la vidéo reste la plus agréable possible à écouter. Ce Capito Trail, il est organisé Ce Capito Trail, il est organisé par Chapteuil Sport Nature, une association créée en 2008, année de la première édition de la course. Et aujourd'hui, pour cette 14e édition, il propose plusieurs formats. Hier samedi, il y avait la Capito Kids, donc comme son nom l'indique, une course à destination des enfants avec plusieurs activités et distances proposées. Et il y avait également une marche de 11 km au profit d'une association qui s'appelle De l'Espoir à l'Espérance. Et plus spécifiquement au profit de Morgane pour mettre en lumière sa maladie extrêmement rare, la fibrodysplasie ossifiante progressive. Il s'agit d'une maladie génétique pour laquelle il n'existe pas de traitement, qui se manifeste par des poussées inflammatoires au niveau des muscles et des tendons notamment, qui sont très douloureuses, suivies de phases de calcification et d'ossification progressive, irréversibles. Et donc, vous l'aurez compris, ça amène à une perte de motricité, d'autonomie des personnes qui sont touchées par la maladie et également des complications, une diminution de la qualité de vie. Bref, le but est de mettre en lumière cette maladie. Je vous mets en description les liens concernant cette association et Morgane. Bon, sinon, pour revenir à la course, il existe 3 distances aujourd'hui, un 12, un 20 et un 42 km et également une marche nordique de 12 km. Pour ma part, je m'élancerai sur le format marathon, le marathon du Mégale, et c'est 1750 D+ annoncé. Petit faux raccord, comme vous pouvez le voir, un peu de temps s'est écoulé depuis ce Capito Trail et j'ai perdu un peu de barbe pour la classique moustache de Movember. Mais on était encore en octobre au moment de ce trail, donc c'est pas le sujet aujourd'hui. J'ai le retour vidéo en même temps que je vous parle, ça me fait vraiment une sale tronche, c'est incroyable. Aujourd'hui, je me suis dit que plutôt que de continuer sur les idées reçues liées à la consommation de viande et son impact environnemental, j'allais faire une petite pause à ce sujet pour varier un peu, ne pas trop vous lasser, et plutôt parler d'un sujet d'actualité, celui du projet A69. On reprendra sur la consommation de viande dans la prochaine vidéo. Alors je dis sujet d'actualité car on en entend énormément parler depuis début septembre de ce projet A69, mais en réalité c'est un projet qui date des années 90 et donc d'un autre temps où nos préoccupations n'étaient pas du tout les mêmes. Pour le résumer rapidement, il vise à construire une autoroute d'une 60aine de kilomètres entre Toulouse et Castres, avec comme argument principal donné par le gouvernement ou encore Carole Delga, présidente du Conseil régional d'Occitanie, le désenclavement de la ville de Castres, principalement pour des raisons économiques. L'autre argument avancé par les décisionnaires serait un gain de temps conséquent en comparaison au trajet actuel, c'est-à-dire la RN 126, qui emprunte globalement déjà un trajet parallèle à celui de cette future autoroute A69. Ce projet n'aurait jamais vu le jour sans le groupe Pierre Fabre, groupe pharmaceutique de dermocosmétiques notamment. Vous connaissez probablement certaines de leurs marques comme Aven, Chlorane, Aderma, Dexeril, Ducray, etc. Pierre Fabre qui a donc poussé et continue de pousser fortement pour que ce projet voie le jour, car cette autoroute permettrait de diminuer le temps de trajet nécessaire pour le transport de leurs marchandises, ainsi que pour les cadres du groupe. Seulement voilà, si ce projet fait tant parler de lui, c'est qu'il est la source de nombreuses incompréhensions, beaucoup parlent même d'aberrations à la fois écologiques mais aussi sociales. Je vous explique pourquoi.
Tout d'abord, la construction de cette autoroute entraînerait et entraîne déjà, puisque les travaux ont débuté, la destruction de près de 400 hectares de terres agricoles, dont les agriculteurs sont dépourvus sans avoir mot à dire, la disparition de l'habitat de 162 espèces protégées et l'abattage de plus de 1000 arbres, dont certains sont des arbres centenaires. J'aborderai un jour cette thématique plus précisément en vidéo, mais ces arbres ils sont absolument essentiels de par leur capacité à capter le carbone émis par nos différentes activités. Et contrairement à ce que le gouvernement veut bien nous faire croire, planter des arbres pour compenser ne fonctionne absolument pas. Tout simplement parce que ces nouveaux arbres, ils ont un potentiel de captation carbone qui est bien moindre que des arbres existants depuis longtemps. Planter des arbres pour capter le CO2, oui, pourquoi pas, mais en plus, pas pour remplacer des anciens arbres que l'on abat. Et surtout, il faut faire ça en parallèle d'une réduction des émissions. Or, avec cette autoroute, les émissions, elles, seront augmentées. Sur une autoroute, on roule plus vite, et en roulant plus vite, on émet davantage de CO2. Et d'ailleurs, c'est sans compter les émissions liées à la construction de cette autoroute. Niveau temps de trajet, cette autoroute A69 permettrait de gagner environ 15 minutes sur un trajet d'1h30, pour un coût aller-retour initialement prévu à 17 €. Apparemment, on serait plutôt à 19 € aujourd'hui, ce qui en ferait tout simplement l'autoroute la plus chère de France. Et on n'est pas sûr que ça s'arrête là. On est donc sur une injustice écologique mais aussi sociale, puisque ce sont les plus aisés qui pourront emprunter cette autoroute, tandis que les plus pauvres qui ne voudront pas l'emprunter pour des raisons économiques verront leur trajet via la nationale être rallongé de 10 à 15 minutes comparé au trajet actuel. Tout cela en sachant que le trajet actuel via la RN 126 ne souffre pas de problèmes de trafic ou de bouchons. Niveau coût, cette autoroute coûterait officiellement 450 millions d'euros, dont 23 millions d'euros d'argent public. À l'heure où l'hôpital n'a probablement jamais autant souffert, où le pouvoir d'achat des Français est à un niveau historiquement bas, où la lutte contre le changement climatique devrait être une priorité, voilà à quoi sert l'argent de nos impôts. Financer un projet climaticide, injuste, et dont la majorité des concernés surtout ne veut pas. Car oui, nombreux sont ceux qui s'opposent à ce projet, à commencer par plus de 2000 scientifiques, dont plusieurs du GIEC, qui dans une lettre ouverte demandent au gouvernement de stopper ce projet. Celui-ci étant en totale inadéquation avec les objectifs climatiques de la France et la prétendue transition que le gouvernement dit mettre en marche. Et les scientifiques ne sont pas les seuls. Je peux pas tout vous lister, mais le Conseil national de protection de la nature, qui est tout de même l'organe d'expertise scientifique et technique au sein du ministère, a rendu un avis clairement défavorable, tout comme l'autorité environnementale. De nombreux collectifs se mobilisent également pour lutter contre ce projet, parmi les plus connus La Voix est libre et le GNSA, le groupe national de surveillance des arbres, porté par Thomas Brel, dont vous avez sûrement entendu parler pour sa grève de la faim puis de la soif, attaché dans un arbre en face du ministère de la Transition écologique et suivi ensuite dans sa démarche désespérée par plusieurs autres activistes. Et on peut rajouter à tout cela que 5800 des 6266 avis de l'enquête publique disent non, que plus de 100 000 signataires de pétitions disent non, que le Commissariat général à l'investissement dit non, que l'Office français pour la protection de la biodiversité dit non, que des élus du territoire, des personnalités publiques, des associations disent non, que plus de 2/3 des locaux disent non, mais ils sont tout simplement ignorés. Je pourrais continuer pendant longtemps à ce sujet, parler notamment de ce week-end de rassemblements et de protestations qui a mal tourné avec des affrontements entre policiers et manifestants, décrypter la malhonnêteté criante et honnêtement flippante de nos responsables politiques quand on sait que c'est eux qui ont le vrai pouvoir entre les mains pour répondre aux enjeux climatiques de notre époque, insister sur cette problématique de manque d'indépendance, de copinage entre ces mêmes responsables politiques et des intérêts privés de sociétés qui cherchent avant tout à faire du profit, revenir sur la plus-value écologique, économique et sociale que serait une ligne de TER à la place de cette autoroute, mais ce format court ne me le permet pas. En revanche, pour en savoir davantage, pour savoir quoi faire, comment agir si ça vous intéresse, je vous recommande la vidéo bien plus complète de Blast et Paloma Moritz à ce sujet, ainsi que de vous abonner au compte des associations, des activistes qui traitent entre autres de cette actualité, et ce bien mieux que moi. Comme d'habitude, tout ça ainsi que les sources utilisées pour cette vidéo, tout est en description. Allez, les derniers retardataires s'il vous plaît. On arrive sur la ligne. Pardon, tout au travail à communication. Aujourd'hui on est 120 bénévoles, donc déjà on veut s'applaudir pour et deux dernières choses, et on vous libère.
Allez, ça y est, on est parti. On a commencé par longer la Sumène, la rivière. On est parti de Saint-Julien-Chapteuil donc. Pour l'anecdote, ville de naissance de Jules Romain. Et on est dans le Velay. C'est une région naturelle, une ancienne province que j'avais déjà évoquée dans la vidéo du Saint-Jacques. Et on est également dans le massif du Mégale, dans le massif central. C'est un massif volcanique, d'origine volcanique, qui comporte beaucoup de petits monts et de sucs qui sont en fait les monts volcaniques de la région. Et les sucs, ils ont une forme comme celui-ci, assez spécifique, sous forme de dôme, de cône. Je pense qu'on va bien les voir aujourd'hui. Les pentes ont l'air d'être assez raides, donc quand on va les grimper, on verra bien ça. Merci. Merci. Avec le mètre 4,12 et les premières montées où on marche un peu plus raide. Je sais pas préciser, mais Saint-Julien, d'où on est parti, c'était à peu près 800-810 mètres d'altitude. Et le point culminant de la course, dans la seconde partie, sera aux alentours de 1430. Allez, on a fait une première partie de la course et là on s'engage dans l'ascension du mont Plot. Et juste là, la Vierge du mont Plot. Merci. Je pense que là on doit être à peu près au sommet du mont Plot. On va redescendre.
je l'ai pas précisé, mais là on est juste à côté du Puy-en-Velay, là où j'étais pour le Grand Trail du Saint-Jacques. C'est à 20-25 minutes en voiture à peine. Et en fait on avait dormi à Saint-Julien la veille du trail. Et c'est assez marrant de se retrouver ici par hasard pour une autre course. Et ce massif du Mégale, il est bordé à l'ouest par le massif du Devet, que j'ai visité pendant l'Ultra Trail du Saint-Jacques. Au nord et au nord-est par Mont du Forêt, massif du Pilat, que je connais très bien parce que je suis né par là-bas et c'est là-bas que j'ai commencé à courir. Et donc avec ce massif aujourd'hui, c'est bien, je commence à découvrir pas mal de lieux dans le coin. Bon, il reste encore à l'est, enfin au sud-sud-est, massif du Mézin et Mont de Tarentaise, mais je suis content, je découvre plein d'endroits. Et à droite on voit super bien le Suc de Monac là. C'est le prochain élément qu'on va gravir. On reconnaît bien, bon là il est caché, mais on reconnaît bien la forme de dôme, de cône, et qui est en fait due à la lave qui, à la sortie du volcan, elle était trop visqueuse, et contrairement à la lave classique qui coule, celle-ci elle s'est accumulée, elle a refroidi et elle a formé ces édifices rocheux naturels. Je trouve ça assez impressionnant. Et donc il y a ces sucs qui dominent les plateaux basaltiques sur lesquels on court. Ouais, c'était très technique ce passage. Alors c'est fini. Et voilà, il est à droite de ce suc. Bon, on a fait l'ascension et la redescente de ce Suc de Monac, là, enfin dans la redescente, une partie un peu plus pleine parce que c'est hyper pentu, très glissant. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai perdu quelque chose. Putain, je suis deg. Ma casquette qui me suivait partout, bah envolée, je la retrouverai jamais. Mon couvre-chef. Bon allez, mettons de côté ce fait de course et continuons. On va pas tarder à arriver au premier ravito, celui du Collet. Allez, premier ravito c'est fait. Le prochain est au 18e. Voilà, c'était que du liquide. Bon, sinon je vous avais pas parlé de ma forme, mais bon, en même temps j'en ai parlé il y a 2 jours dans ma dernière vidéo. Très brièvement, moralement, mentalement, ça va très bien. Physiquement, moyen, ni horrible, ni pas la grande forme, mais c'est pas horrible. Simplement, j'ai en fait une douleur musculaire bien gênante au mollet. Et depuis le début de course, elle augmente de plus en plus. Moi, j'aimerais bien que ça augmente pas trop non plus, parce que j'ai pas envie de remettre en question ma participation aux prochaines courses. Donc je vais voir. La course d'aujourd'hui, c'est pas un gros objectif, c'est
C'était juste comme ça parce que j'avais envie de courir. Si je vois que la douleur est trop intense, j'arrête, mais là ce sera sans regret. On était sur le sucre là-haut. Ma casquette est quelque part là-bas. Je pense, ouais, on a raté. C'est là-bas à droite. Ouais, 14,5. Et on s'est paumé. J'ai bêtement suivi sans regarder. Ah, c'est pas grave, hein. On a perdu 1 minute 30, pas plus. Ouais, on n'a pas vu. Ouais, donc on s'est planté, on a dû perdre 1 minute 30, 2 minutes. Bon, rien de bien grave, hein. De toute façon là, entre la douleur au mollet et ça, puis je sens que je suis fatigué, je suis pas en forme, ça va juste être un trail sans ambition. Et là on est en train de monter le mont Chany. Allez, je pense qu'on vient de passer en haut du mont Chany. Mont Chany qui n'est pas un suc parce qu'il n'en a pas la forme caractéristique des sucs, là, ce dôme, ce cône. Mais ça reste un mont volcanique. D'ailleurs, ça se voit aux roches. Là, c'est très technique comme terrain en fait. Allez, après le mont Chany, on va passer sur le mont Rouge. Les deux sont à 1230 et 1160 mètres d'altitude, je crois. J'ai ce mollet qui me fait vraiment mal. Joli, selfie en même temps. Il y a même une main courante ici. On doit être sur le mont Rouge là. Ah, le vent, c'était un truc de malade là. C'était impossible de filmer tellement c'était raide et un vent de ouf. Et on est au mont Rouge. À gauche, ça doit être le père de Bar. Et tout à l'heure, on était derrière là-bas, je pense. Il n'y a pas la pluie, donc on peut pas parler de conditions dantesques, mais ce vent c'est quand même impressionnant. Allez, on redescend jusqu'au prochain ravito. Bon, clairement, pour faire un petit point, je suis cramé, j'ai pas récupéré de l'ultra, je le sens, donc je me mets en mode balade pour que ça tienne jusqu'au bout. J'ai pas envie de revivre un truc du genre j'ai plus envie de courir parce que c'est trop dur, donc aujourd'hui je vais juste essayer de profiter. Puis je peux pas aller trop vite avec ce mollet là, dès que j'accélère j'ai mal. Donc allez, balade. Ça va me faire du bien de faire un trail comme ça quoi. Je vais profiter de ce magnifique pays des sucs.
Allez, on arrive au deuxième ravito, monnaie d'air. Ah, c'était sympa ce ravito dans l'église avec les chanteurs là. Pas facile hein. Hey! Holy moly! Et là on se dirige vers le mont Chabrier, à peu près 1230 d'altitude, qui doit être celui qui est juste en face. Ah, j'ai vraiment pas de jus, je suis complètement cramé. On va faire travailler le mental aujourd'hui. Ouais, ça me fait penser ce cours d'eau que on a dû passer au bord de la Sumène tout à l'heure. J'ai oublié de vous la filmer. C'est un affluent de la Loire. Bon, la Loire vous connaissez bien, hein. Probablement le fleuve le plus connu de France. Je vous l'avais filmé sur le trail du Forêt. Mais bon, un petit peu plus haut qu'ici, dans sa course en direction de l'océan Atlantique. Allez, on doit être dans le dernier kilomètre d'ascension en direction du Testavoir, sommet de la course, point culminant de la course et du massif du Mégale. Et après on aura fait la plus grosse partie du D+. Je suis déjà à environ 1650, c'est annoncé 1750 mais on sera plus autour de 2000 je pense. Bon, ça va toujours pas ouf mais ça va mieux dans les montées que tout à l'heure. Par contre sur le plat et en descente je peux pas courir comme je veux avec ce mollet. Je suis obligé de, moi qui cours toujours médio-pied, là je suis obligé d'attaquer talon et de dérouler pour avoir moins mal. Merci. 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 Si j'aurai le temps de vous raconter l'histoire quand je serai là-bas, donc je vous dis maintenant, le prochain ravito c'est le lac bleu. Apparemment les gens le voient bleu ou vert selon les personnes, mais en fait il a cette couleur à cause de roches volcaniques appelées les lauses ou les phonolites qui sont au fond de ce lac, qui ont été créées en fait, c'est cette lave visqueuse dont je vous parlais tout à l'heure qui a refroidi puis durci et qui est au fond de ce lac. Et juste à côté il y a une carrière qui s'appelle la carrière de Balaï je crois, qui pendant longtemps a exploité cette pierre. C'était utilisé comme matériau pour les toitures. Donc il y a beaucoup de bâtiments du coin qui ont des toitures faites de phonolite, de lauze, avec des toits un petit peu bleus. Alors on est de nouveau dans un pierrier là. Ça casse le rythme, c'est pas facile. Merci. Merci.
Voilà le lac bleu. Et le troisième ravito. Allez, donc je viens de passer le ravito du lac bleu. Oula, failli me planter. Je m'attendais pas à le voir si tôt. Allez, il doit rester 27, 14 km. 14-15. On doit être pas très loin des Bastiers là. Un autre sommet du coin. Mais je saurais pas l'identifier là comme ça. Mais on passe juste à côté. Et on doit approcher du suc de Mounier. Si j'ai bien compris, c'est une zone Natura 2000. On a une trace vraiment exclusive à la course. Normalement, c'est interdit d'y passer. Ça aussi, c'est super cool. Évidemment, quand on passe ici, il faut être le plus respectueux possible de l'environnement. C'est vraiment top d'avoir cette autorisation et de pouvoir en profiter. Allez, kilomètre 32. Je pense que c'est la dernière grosse ascension, celle du mont Mounier ou du suc de Mounier dont je vous parlais. Et encore un gros pierrier. Allez, encore un. Ça c'est un vrai pierrier quoi. Alors je veux pas trop m'avancer parce que la course n'est pas finie. Mais je vois que j'ai progressé dans le technique quand même. Bon, on n'est pas à l'abri que je me fasse une cheville dans 3 secondes. Mais quand même. Et en descente aussi, je trouve que j'ai vraiment bien géré les descentes aujourd'hui. Pour ce long, c'était quand même un peu boueux et glissant. Les jonctions avec les autres courses. Merci. Et on passe au Père de Barde. C'est le dernière petite montée. Ouh. À gauche. Merci. Bon, je parle plus trop depuis tout à l'heure parce que il arrive un truc chelou. Ça fait plusieurs kilomètres que j'ai mal à la poitrine. Je fais de la tachycardie. J'étais super bien là, sur la dernière descente et bon, il reste 3 km et demi, mais je vais pas prendre de risque pour ma santé quoi. Trop bizarre, je vous jure, enfin, ça me stresse de ouf en plus, donc peut-être que ça joue aussi sur la fréquence cardiaque, mais j'ai juste hâte d'arriver, puis c'est tout. Et à droite, on retrouve la Sumène dont je vous parlais tout à l'heure. Moi et les cours d'eau.
Allez, on arrive. Lucie Loiret qui a terminé sur le coup de Bon, je vous fais le débrief avec ma magnifique veste de l'UTHK et une autre casquette, puisque j'ai perdu la mienne sur le sucre de Monac, comme vous avez pu voir. La course est vraiment cool. C'était un peu compliqué avec ce vent vraiment assez fort, surtout sur les hauteurs. C'était très boueux par endroits, mais sur ce point là j'avais pris mes Normal Tomir. Je regrette pas un seul instant vu l'accroche qu'elles procurent, même si elles me font quelques échauffements. Le parcours est cool, vraiment. J'ai terminé là 41 km 5. Par contre 2150 D+, au lieu des 1750 annoncés, et en 5h08 à peu près je crois. Je vous mettrai le classement, je le sais pas encore. Comme vous l'avez vu pendant la course, j'avais pas des super sensations, même pas bonnes du tout sur la première moitié. Et comme souvent avec moi, la deuxième moitié ça allait beaucoup mieux. J'ai rattrapé énormément de monde dans le troisième quart et le début du dernier quart, jusqu'à ce que j'ai... Alors je sais pas si je vous aurais mis les rushs ou pas, mais j'ai eu j'ai fait une tachycardie, j'étais à 180 BPM en descente, alors que normalement je devrais être à 140 peut-être, enfin voilà, quelque chose comme ça. Avec une petite pointe côté droit, alors probablement rien de grave, hein. J'ai pris un gel CAF avec 100 mg de caféine, je pense que c'est en cause, parce que c'est arrivé juste après, enfin pas longtemps après. Plus la fatigue, plus le manque d'entraînement ces derniers temps, après l'ultra il n'y a pas longtemps. Enfin faut peut-être que je me repose un petit peu. Mais bref, ça m'a fait ralentir à la fin et surtout un petit peu flipper. Je me sentais pas très bien. Là en arrivant, alors c'est plus l'angoisse qu'autre chose, hein, mais sensation de pesanteur dans le fond. Donc voilà, le fait d'avoir eu peur et d'avoir toujours un petit peu peur probablement rien de grave de toute façon. Bon, c'est des trucs perso, mais en tant que coureur et en tant que professionnel de santé, je fais gaffe à tout ça et je vois un cardiologue tous les 3 ans. Je fais un bilan cardiaque tous les 3 ans. C'est ce qui est conseillé d'ailleurs. Si vous le faites pas, faites-le. Surtout, je sais pas si vous avez vu, il y a eu un arrêt cardiaque sur les Templiers il y a très peu de temps, donc c'est important, vraiment. Ça prend un tout petit peu de temps, on peut se dire que c'est inutile, mais ça peut sauver votre vie et peut-être la mienne. Bref, pour revenir à quelque chose de plus joyeux, comme je disais, les sensations n'étaient pas là, mais c'est normal avec la fatigue, l'enchaînement, l'ultra qui était il n'y a pas si longtemps. Mais ça reste une pas si mauvaise course, hormis les 8 derniers kilomètres où vraiment je me sentais pas bien, quoi. Évidemment, j'ai pas pu envoyer comme j'aurais envoyé si j'avais été en pleine forme, entre le mollet, même si la douleur au mollet sur la fin s'est moins fait sentir, peut-être parce que justement ça m'inquiétait trop. Mais entre la douleur au mollet, les mauvaises sensations et ça, c'était pas ma meilleure course niveau ressenti, ce qui m'a pas empêché de vraiment apprécier ce pays des sucs, ces roches volcaniques, la technicité du terrain, même si j'aime pas trop la technique en général. C'était vraiment sympa, ces pierriers, ces sucs là qui sortent du sol, c'est à pic avec des montées très raides. C'est impressionnant et c'était vraiment sympa. Je suis content d'avoir couru dans ce Velay aujourd'hui et ce massif du Mégale. Bon, sur ce, je vous dis à plus pour la prochaine vidéo. Je vais peut-être essayer de me reposer un peu. J'avais prévu le Lutte by Night la semaine prochaine, mais je suis pas certain du tout de le faire. Voilà, je vais voir comment je récupère. Ah, juste, je rajoute, j'en ai pas parlé, mais c'était le mois d'octobre, donc Octobre Rose. Je vous mets plein d'infos en description à ce sujet. C'est important d'y penser. Allez, portez-vous bien et puis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!